Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Franck. Bonjour. Le vrac est un sujet plus que tendance en grande distribution et surtout dans la consommation des Français. Il y a beaucoup de lois en ce moment qui stimulent les initiatives et on aura l'occasion d'y revenir tout au long de ce podcast. Vous êtes le fondateur de Juste Bio, qui propose entre autres un concept vrac aux enseignes de la grande distribution. Et je suis content de vous avoir pour parler justement des enjeux du vrac et éclairer tous ceux qui se posent des questions sur le sujet. Il y en a quelques-unes. Alors avant de répondre à toutes mes questions, pouvez-vous rapidement vous présenter et nous dire qui vous êtes ? Alors moi je suis Franck Bonfils, je suis le fondateur et président de Juste Bio. Oui. Juste Bio, c'est une entreprise qui fait des fruits secs et des graines bio pour la grande distribution, produits que nous vendons essentiellement en vrac pour servir deux engagements majeurs que nous avons dans l'entreprise depuis 22 ans. C'est la réduction du gaspillage alimentaire et la réduction des emballages polluants. Raison pour laquelle, donc, comme je le disais, nous vendons 95% de nos produits en vrac et nous avons migré nos emballages depuis 2 ans vers des matériaux soit biodégradables et compostables, soit recyclés et recyclables. Bref, une vraie étude sur l'impact environnemental de nos produits. Juste Bio aujourd'hui, alors un air d'ici qui est le nom de la société, et Juste Bio est la marque, celle qu'on peut retrouver en grande distribution, dans les meubles vrac. Okay. C'est aujourd'hui 140 références de produits. Ouais. C'est une croissance de start-up puisqu'on est passé d'une vingtaine de salariés il y a 6 ans à 130 aujourd'hui. C'est un site ultra moderne et tout neuf à Carpentras, où on a la fierté et le plaisir d'avoir créé de l'emploi. Okay. Et c'est à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en termes de présence, on est présent avec nos meubles en vrac dans à peu près 6000 points de vente aujourd'hui, dans la grande distribution française et un petit peu européenne, avec ce qui représente à peu près 300 000 trémies et avec un concept que les enseignes connaissent bien maintenant, c'est celui du full service qui repose sur le service. Alors, vous avez un concept, effectivement, que vous proposez aux enseignes et j'ai cru comprendre que vous produisez aussi, c'est ça ? Oui, bien sûr. Alors, c'est ça votre cœur de métier, finalement. Voilà, notre cœur de métier, comme je le disais, c'est graines et fruits secs bio. Oui. Ces graines et fruits secs bio sont 100% transformés à Carpentras. Oui. C'est-à-dire qu'on a des filières avec lesquelles on travaille depuis 22 ans maintenant, et des producteurs chez qui on se fournit en graines et fruits secs. Ils sont transformés à Carpentras. Alors transformés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 100% des produits qui rentrent sur notre site ont un contrôle qualité complémentaire, en plus du simple label bio. Oui. C'est celui des résidus également de bien contrôler qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides. Ensuite, ces produits sont soit torréfiés, comme les cacahuètes, soit aromatisés, noix de cajou au safran, à l'ail noir, soit enrobés pour en faire des chouchous qu'on trouve sur les plages, mais maintenant aussi beaucoup en grande distribution et en bio. Et ensuite, ces produits sont conditionnés puis expédiés dans les magasins. Alors, vous parliez de la belle croissance de votre secteur d'activité. Le vrac, c'est un marché qui a été un petit peu bousculé pendant le confinement. Est-ce que vous avez justement des chiffres sur le marché, sur l'évolution de ces derniers mois et quelles sont les tendances selon vous dans les semaines qui viennent et les années qui viennent ? Alors, on a eu une croissance exponentielle, comme je le disais, sur les 5-6 dernières années, qui a été liée à une adhésion spontanée d'un mode de consommation alternatif.
Le vrac n'existait pas en grande distribution. Oui. On a eu la chance de démocratiser ce mode de consommation et d'offrir aux consommateurs une alternative, ce qui, tout naturellement, par l'offre et par l'ADN, par l'augmentation de l'ADN, Oui. a généré de la croissance et aujourd'hui un parc important. On a à peu près 60% de part de marché chez Juste Bio sur le marché du vrac. Et effectivement, la crise sanitaire a impacté les ventes pour deux raisons majeures. La première, c'est que les rayons de vrac ont été fermés. Ils ont été fermés. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont été fermés au début de la crise sanitaire, parce qu'en fait, les magasins se posaient beaucoup de questions et il y a eu un mouvement très sécuritaire parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Oui, au fur et à mesure, les rayons ont rouvert. Et notamment grâce à nos promoteurs qui étaient, eux, en magasin et qui continuaient à remplir les rayons. Oui. Grâce aussi à la pédagogie qu'on a su mettre en place autour de l'hygiène, oui. En expliquant que les produits en vrac étaient extrêmement safe, au moins autant que des produits conditionnés. Et les petites techniques qu'on a aussi poussées à ce moment-là. Donc 2 années un peu difficiles. Première année 2020 liée justement au contexte sanitaire. Oui. Puis la deuxième année, on arrivait sur un cycle de déploiement, donc de gains numéraires de magasins qui était moindre, ce qui était assez logique, et donc une croissance qui a stagné. Et puis, malgré tout, 2021 n'a pas été une année facile, puisqu'on a quand même on a eu des périodes à nouveau, des périodes de consommation qui ont été chamboulées, télétravail, nouvelles habitudes de consommation. Donc, on a été, nous, pour notre part, on a été stable sur cette année-là, mais le marché du vrac a connu, depuis le deuxième semestre 2021, une décroissance d'environ 15%. C'est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme. Et la deuxième clé de lecture de cette tendance marché, alors là, je dirais un peu plus, nous, on est sur le bio, puisque le vrac est indissociable du bio. Oui. Le bio occupe aujourd'hui 90% de l'offre en vrac. Oui. La deuxième clé de lecture, c'est celle du pouvoir d'achat. Et puis malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous payez plus cher le plein de votre voiture que le plein de votre caddie, on sent bien que l'activité est extrêmement erratique là depuis le début de l'année 2022. Donc voilà un peu les clés de lecture qu'on a sur ce marché-là. J'allais justement vous poser la question, est-ce que le vrac aujourd'hui est compatible avec le contexte de pouvoir d'achat justement des consos ? Alors oui, il l'est. Il l'est pour à nouveau deux raisons. La première, c'est que intrinsèquement, le vrac permet de limiter le gaspillage alimentaire. Et qu'aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, sur la moyenne, dans la moyenne nationale, c'est 1 600 € par an de jeter à la poubelle, non consommés. Oui. C'est-à-dire des produits qu'on a achetés en trop et qu'on jette à la maison. Donc, c'est un moyen de mieux réguler sa consommation. Et le deuxième point, c'est que sur notre univers de produits, les produits bio, l'écart de prix en faveur du vrac est toujours favorable, ce qui n'est pas forcément le cas sur les produits conventionnels, mais acheter en vrac des produits bio, donc des produits qualitatifs, est plus intéressant que de les acheter en conditionné. Donc oui, au-delà de ça, alors je dirais même que il faut redoubler d'efforts. Parce que là on parle du contexte pouvoir d'achat, oui. Et comme je l'expliquais, on a quand même deux leviers essentiels sur ce terrain-là, mais il ne faut pas oublier le contexte général. Le contexte général, c'est celui de dire lorsqu'on allume des foyers d'incendie, malheureusement, on n'éteint pas ceux d'avant. Et qu'aujourd'hui, il y a un incendie qui est en train de brûler la planète, en plus de tout ce qu'on a connu ces dernières années, et notamment dans le contexte anxiogène d'aujourd'hui. Oui.
c'est celui des déchets. 440 millions de tonnes de plastique produits chaque année. On produit depuis 2000 plus de plastique que ce qu'on en a produit les 50 années précédentes. Et s'ajoute à ça 11 millions de tonnes de nouveaux déchets qui sont liés au Covid. Des milliards d'autotests faits de matière plastique, des milliards de vaccins, des milliards de masques qu'on retrouve à peu près n'importe où aujourd'hui. Ouais. Et donc tout ça fait que le contexte écologique, lui, s'est dégradé. Et il faut redoubler d'efforts pour consommer en vrac. C'est étonnant cette politique du zéro déchet. Alors, je ne vais pas blâmer l'emballage parce qu'il a quand même des enjeux importants. Est-ce que le vrac est d'abord une question d'image ou est vraiment une question de pouvoir d'achat finalement ? Qu'est-ce qui prime sur l'un ou sur l'autre finalement ? Alors, moi je dirais c'est un peu tout à la fois. Oui. Mais la première des raisons de consommer en vrac et pour nous industriels de vendre en vrac, c'est celui d'avoir un impact. Alors, on a une mission. C'est ça. Cette mission, elle est double. C'est de réduire le gaspillage et de réduire les emballages. Les emballages, et vous le disiez très bien, on ne peut pas blâmer l'emballage parce qu'il y a des produits qui ne seront jamais vracables. L'emballage, il a quand même pour mission première de protéger le produit et de le conserver et de le transporter. Ouais. Donc, on ne peut pas supprimer l'emballage partout. Ouais. En revanche, on peut largement s'en passer. Donc, c'est comme je le disais avant tout une question d'impact. Quel impact on veut avoir grâce à notre manière de consommer. Oui. Et donc, chacun mettra le curseur où il le souhaite. Le curseur du pouvoir d'achat, comme je le disais, mieux réguler sa consommation, curseur de son impact environnemental. Voilà, donc pour moi, c'est quand même assez large et ça dépasse vraiment certains enjeux certains enjeux isolés. Voilà, c'est vraiment ça, je pense. Il y a une loi qui a été initiée depuis 2019, c'est l'article 23 de la loi Climat et Résilience, je pense que vous la connaissez bien, qui fixe l'objectif pour les commerces de vente au détail de plus de 400 mètres carrés de consacrer d'ici 2030, donc c'est demain, c'est dans quelques années, au moins 20% de leur surface des produits de grande consommation, justement aux produits en vrac. Concrètement, moi qui suis plutôt un novice juridiquement parlant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les conséquences de cette loi pour vous et les distributeurs ? Alors, pour nous, ça ne change pas grand-chose au final. Pour les distributeurs, c'est un gros enjeu, c'est-à-dire qu'il va falloir, là pour le coup, faire de savants calculs pour arriver à consacrer une part importante de la vente en vrac dans les magasins. Si on lit bien la loi, elle est étendue aux fruits et légumes, aux rayons coupe. Oui. Bref, dans tous les rayons où on peut potentiellement venir avec son propre emballage et choisir la quantité qu'on veut. Donc, l'impact le réel impact n'est pas de 20% par rapport à ce qui existe aujourd'hui, mais plutôt de 7-8%. Ce qui est énorme, ce qui est quand même important. Ça pose quand même pas mal de questions, notamment sur tout ce qui est vrac liquide, sur le vrac frais, sur voilà, ça pose, ça lève des questions, mais ça ne fait que renforcer la nécessité absolue d'avoir du service, d'accompagner le vrac par du service. C'est très compliqué en grande distribution de proposer un vrac sans service puisqu'il y a un enjeu de traçabilité, de nettoyage, de gestion du rayon. Voilà, donc ça va lever tout ça. Après, c'est vrai que cette loi va peut-être un petit peu vite en besogne, en ce sens où je pense peut-être que le marché et les acteurs du marché, y compris la grande distribution, auraient mérité d'avoir un petit peu de temps en plus pour arriver à s'organiser mieux. Vous pensez que c'est le distributeur qui a besoin de temps plutôt que le consommateur, justement, qui a besoin d'être éduqué sur cette consommation ? Je pense que le consommateur... Alors moi, je suis assez libéral dans l'esprit et je me dis qu'il vaut toujours mieux inciter que contraindre. Oui.
là, on est dans un cycle où on va contraindre le distributeur d'avoir de la surface. Bon, si c'est pour inciter le consommateur par l'offre, Oui. la multiplication de l'offre à consommer plus, de vrac, pardon, c'est mieux, c'est très bien. Hein, mais comme je le disais, tout n'est pas vracable. Je pense qu'il aurait fallu peut-être par segment, par segment réfléchir un peu différemment. Nous, notre cœur de métier, par exemple, les fruits secs, c'est une évidence c'est un produit qui se prête particulièrement bien à la vente en vrac, ce qui est peut-être moins le cas d'autres produits. Hein. Ouais, c'est mon interrogation, c'est qu'on demande aux distributeurs beaucoup d'efforts, et moi je me pose la question justement de cette offre vracable. Jusqu'où on peut aller aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on fait quand même déjà pas mal de choses, que ce soit du liquide, du DPH en vrac, on voit des choses, dans le pet food aussi. Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore identifié comme produit, vracable? Alors, aujourd'hui, on peut aller très loin. Hein. Les plus grosses difficultés concernent le vrac liquide, pour moi, et le liquide frais, type yaourt. Oui. Enfin, liquide frais, ou en tous les cas, le frais. Hein, yaourt, compote. Il y a des choses qui existent déjà, oui. Il y a des choses qui existent, mais c'est comme dans le vrac liquide. Faisons attention à ce que cette loi d'imposer les 20% n'incite pas les industriels à la contourner, en fait. Ouais. En se disant, je donne un exemple, hein, des sachets, vous ouvrez 10 sachets de 250 grammes de coquillettes et vous les mettez dans une trémie, par magie, ça fait du vrac. Non. Voilà. Donc, faut pas que ça marche comme ça. Et pareil, sur sur tout ce qui est produits ménagers aujourd'hui liquides en vrac, bon, malheureusement, on vous impose d'acheter un contenant. Ouais. Et vous ne pouvez pas vous servir que un demi-litre d'assouplissant ou un demi-litre de produit vaisselle. Et donc, la limite de l'exercice, elle est un peu là. Alors, le vrac apporte son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Moi, quand je rencontre des patrons de magasins, beaucoup se posent des questions sur le vrac, à savoir comment le promouvoir auprès des consommateurs, comment dynamiser l'offre. Il me semble que c'est un segment où il y a très peu de promotion. Comment justement on peut accélérer, comment on peut emmener davantage les consos vers ce type de consommation? Je pense que le vrac a besoin peut-être de deux choses. C'est la présence des marques, c'est-à-dire des marques qui viennent au vrac avec toute la complexité que ça représente pour elles. Mais nous, on a une démarche, on est en train de mener une démarche auprès des marques pour mutualiser nos forces et permettre à ces dernières l'accès à notre EMI. Et puisque l'enjeu, là, pour le coup, l'enjeu majeur, quand on est une marque, qu'on est établi, c'est d'arriver à avoir une approche prix qui soit inférieure à celle en conditionné. Or, le vrac coûte plus cher à exploiter. Donc, la première des choses, c'est faire rentrer un petit peu des marques, c'est travailler là-dessus avec elles et pour nous faciliter l'accès, améliorer le service autour du vrac. C'est ce qu'on fait chaque jour et améliorer l'expérience d'achat du consommateur. L'expérience d'achat du consommateur, essentiellement, réside dans le fait de maîtriser encore mieux sa consommation et de savoir exactement combien on va acheter de noix de cajou en live, comme une pompe à essence un peu, d'améliorer les informations sur les produits, d'améliorer les surfaces de communication sur les produits. Ça, c'est l'expérience d'achat est extrêmement importante et dynamisée, hein, vous le disiez, alors par la promotion, mais par l'animation tout court dans le rayon, hein, peut-être. Donc voilà. Là-dessus, vous accompagnez les enseignes sur la dynamisation de l'offre, justement? Et si oui, comment vous le faites? Oui, on a 140. Alors, nous, on a 140 références qui couvrent quand même pas mal d'univers. Fruits secs, petit déjeuner, univers du petit déjeuner, pâtes, riz, etc. Et donc, on accompagne toujours les enseignes sur l'assortiment. Aujourd'hui, on a des magasins qui travaillent avec nous presque une dizaine d'éléments. En vrac, plus de 200 trémies dans certains magasins. Ah oui, okay. Donc, on se doit de mener une vraie approche catégorielle
dans ce rayon. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Quels sont les grands projets de Juste Bio, justement, dans les mois qui viennent? Alors, le premier projet, c'est un gros travail de refonte de la marque. Okay. Comme je vous le disais, on a eu le succès du vrac, et je parle là pour le coup du vrac de ces dernières années, a peut-être masqué un peu le fait qu'au final le vrac n'existe pas vraiment. Vous mettez pas sur votre liste de courses que vous allez acheter du vrac. Vous mettez sur votre liste de courses que vous voulez des amandes ou des noisettes. Et puis, quand vous serez dans le magasin, vous saurez que vous voulez les acheter en vrac, soit parce que vous l'avez vu et vous êtes passé devant le rayon et vous vous êtes dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de faire ma part et mon petit geste quotidien et je vais les acheter en vrac. Soit parce que vous êtes déjà convaincu de ce type de consommation. Donc, ça veut dire qu'on a deux métiers. Et ces dernières années, ce qui s'est profilé, c'est ça, c'est qu'on a deux métiers. Et sur ces deux métiers, notre cœur de métier, celui par lequel j'ai commencé il y a 22 ans, ce sont les graines et les fruits secs, et raison pour laquelle on a modernisé notre marque, et notamment notre territoire de marque, qui est Juste Bio, autour du manger juste, puisque le manger juste, il a plusieurs, pour nous, il a plusieurs niveaux. C'est des produits sains, c'est des produits qui ont un impact environnemental, on l'a suffisamment souligné. Oui. C'est des produits qui permettent de maîtriser sa consommation et donc réduire son gaspillage. Et puis, au-delà de ça, c'est une entreprise qui a des valeurs RSE, qui crée de l'emploi ici en France et à Carpentras, qui a des filières, qui a des process de contrôle élevés et au final, qui veut promouvoir le fruit sec, les fruits secs et graines, non plus comme un simple ingrédient, mais vraiment comme un aliment. Donc, ça, c'est le premier projet de l'année, c'est celui-là, c'est de dire, on va établir notre marque et on va la faire exister en vrac, alors qu'elle, vous voyez, elle existe déjà, mais elle est peut-être pas assez reconnue. Ouais. On va aussi la dériver, puisque on la dérive dans des emballages en libre-service, dans des emballages en craft, qui reprennent un peu les codes de ce qu'on fait en vrac. Le deuxième point, c'est ce partenariat avec les marques qu'on a déjà initié avec l'une d'entre elles, avec Alpina Savoie, qui fait des pâtes et des crozets, qui sont connus pour les crozets, et à qui on a permis d'accéder au vrac. Donc c'est une PME comme nous qui partage les mêmes valeurs, du blé français essentiellement, un moulin en Savoie, un engagement avec des filières, et donc leurs produits bio sont vendus aujourd'hui dans notre EMI par notre intermédiaire en rentrant dans notre flux logistique, ce qui permet d'avoir une approche tarifaire plus intéressante de 15% pour le consommateur que les produits de la même marque en conditionné. Donc ça, c'est une vraie étape pour nous que d'afficher clairement dans notre rayon des marques partenaires. Et le troisième point sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est l'amélioration de l'expérience consommateur, puisqu'on a beaucoup travaillé nous sur l'expérience client, c'est-à-dire qu'on a facilité à nos clients qui sont les grands distributeurs, avec, il faut le préciser, un schéma assez particulier dans la grande distribution française, c'est qu'on réalise 75% de notre activité en direct magasin. Ouais. Chaque jour, de Carpentras, on a des camions qui vont livrer les magasins, les points de vente en direct, où nos merchandisers remplissent les trémies et entretiennent, et les entretiennent. Et donc, cette expérience client, elle est riche d'enseignements, on l'améliore de jour en jour. Et donc là, on va améliorer cette fois l'expérience consommateur, j'en parlais, essayer de travailler sur tous les irritants, celui de ne pas savoir combien on consomme, celui d'en connaître un peu plus sur le produit, celui de travailler sur les origines, voilà. Et puis, en fil rouge de tout ça, il y a ce qui nous caractérise depuis des années, c'est l'innovation. Il ne faut pas oublier que le vrac, le rayon vrac, et finalement doit être considéré simplement comme un conditionnement. Je vous le disais, c'est pas un produit, mais bien un conditionnement. Et donc, ce rayon vrac doit pouvoir accueillir des innovations chaque année. Ouais. On l'a fait cette année. On a lancé des innovations avec de la noix de cajou à l'ail noir, avec des produits d'origine France, avec
voilà, comme je le disais, avec des marques qui vont elles aussi mener de l'innovation. Donc voilà, il faut faire vivre ce rayon, le dynamiser. Ouais, quand je pense levier de croissance, ce sera peut-être un quatrième levier pour vous. Est-ce que vous avez songé aussi à l'e-commerce? Parce qu'il me semble que vous proposez la commande sur votre site web, mais comment se porte le vrac sur les courses en ligne? Alors, le vrac sur les courses en ligne est sous-représenté, Oui. parce qu'il a une problématique logistique. C'est que la préparation de commandes en vrac, s'apparenterait à un achat en magasin, et donc c'est assez complexe à gérer pour les enseignes sur le drive. Sur le e-commerce, la majorité des sites aujourd'hui spécialisés dans la vente en ligne de produits bio font ce qu'on pourrait appeler du vrai faux vrac, c'est-à-dire des conditionnements prédéterminés à 200. Ouais, c'est du vrac préemballé, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est du vrac emballé. Ouais. Alors que nous, sur le vrac store, on est capable de répondre là au gramme près, pour le coup. Et on fait du vrai vrac. C'est toujours difficile d'exister en tant que pure player sur l'océan de la toile, mais on a cette année de grosses ambitions pour développer notre site. Et est-ce que ce serait pas compatible avec un système de consigne, par exemple, où vous pourriez récupérer éventuellement les produits, enfin les contenants, et les ramener, les nettoyer et les réutiliser? C'est compatible ou pas? Ou c'est trop ambitieux? Alors, pour nous, c'est trop ambitieux. Je sais qu'il y a des expérimentations qui sont menées avec des drives comme Oui. ça. Je crois que c'est le drive tout nu qui fait ça, Oui. où les gens viennent ramener leurs propres contenants. La problématique là sur le e-commerce, c'est qu'on expédie. Et donc, qui dit expédier, ça veut aussi dire ramener des contenants vides qui émettraient beaucoup de CO2. On a nous la problématique dans les magasins. Certains points de vente aimeraient qu'on leur livre des trémies déjà remplies, mais qui dit livrer une trémie déjà remplie dit aussi récupérer une trémie vide. Et ça, on s'y refuse, parce que quand on regarde sur l'impact global, c'est une catastrophe en termes d'impact CO2. Donc pour le moment, la consigne, nous en tous les cas, sur notre site, on ne saurait pas faire. À l'échelle d'un magasin, en revanche, je sais qu'il y a des expérimentations qui sont menées, puisque là, bon, ça paraît logique. On vient sur le point de vente, on peut revenir de toute manière, plutôt que de venir à vide, autant ramener ses bocaux. Donc le système de consigne, là, il a peut-être plus de sens. Après, il faut le mettre toujours. Tout ça est à mettre à l'épreuve de la vie quotidienne et de la praticité. Et c'est vrai que si vous imaginez imaginons que demain toutes les courses se fassent en vrac, en grande distribution, et que vous veniez avec vos propres emballages, ça veut dire qu'il vous faudrait quasiment 2 caddies, un emballage vide à l'entrée, et puis un autre que vous allez remplir au fur et à mesure en remplissant ces emballages. Donc voilà, la praticité me semble malheureusement pour le moment assez on y viendra peut-être dans sûr. quelques années. Un mot sur l'entrepreneuriat. Je sais qu'on a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, et vous vous êtes lancé il y a quelques années maintenant sur un secteur où c'est pas toujours simple de se lancer, où il faut gagner la confiance des magasins. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'entrepreneuriat? Alors je retiens plusieurs choses. La première, c'est que je n'en serais pas là si la grande distribution n'existait pas. Ça fait 22 ans qu'on m'explique que la grande distribution c'est difficile, que c'est un métier ingrat, que les gens sont durs, pas sympas. Je suis peut-être l'illustration du fait que effectivement c'est sûrement pas un métier facile, mais que lorsqu'on le fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'envie et des innovations, on peut bien s'en sortir. Parce que il faut pas oublier que la grande distribution française a cette particularité d'avoir deux faces, c'est celle du direct et celle du centralisé. C'est vrai. Et pour schématiser, mais j'imagine que vos auditeurs connaissent très bien la grande distribution, mais les magasins indépendants, Intermarché, Leclerc et Système U, c'est avec eux que j'ai commencé, en prenant mon cartable à l'époque et en faisant du porte-à-porte avec les magasins. Et j'ai pu vendre dans ces magasins-là
à l'époque 2 produits, la cacahuète de bistrot et le chouchou, que je faisais dans ma cuisine. Et j'ai commencé comme ça, en faisant de proche en proche autour de chez moi, puis dans le département, puis dans les régions voisines. Et puis ça m'a permis de me faire connaître ensuite auprès des autres enseignes et de développer mes gammes. Et de la même manière, j'ai pu, il y a 5 ans, accélérer ma croissance grâce au formidable levier de croissance que représente le parc de magasins aujourd'hui en France, en grande distribution. On peut arriver à travailler sur des volumes, arriver à se projeter, arriver à toucher du consommateur, parce qu'au final, je parlais d'impact et je parlais de mission. Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être pas les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais plutôt les millions de consommateurs qu'on a réussi à mener vers une consommation différente. Hein, le vrac n'existait pas en grande distribution il y a quelques années. On a été les premiers à l'implanter. Ouais. La preuve est, pour les entrepreneurs qui vous écoutent, que l'innovation, quand elle a du sens et quand elle a de l'impact, elle est écoutée et elle est sûrement gagnante. Aujourd'hui, les enjeux de responsabilité sociale et environnementale des entreprises sont fondamentaux. Donc, arriver avec des projets qui ont du sens, généralement, on trouve une oreille attentive auprès de la grande distribution. C'est ce qu'attendent les enseignes et c'est ce qu'attendent les consommateurs, effectivement. Dernière question, Franck. Quelle personnalité me suggériez-vous d'inviter dans un prochain épisode du podcast ? Alors, la grande distribution, pour moi, elle a un immense avantage, c'est d'être très démocratique et populaire. Et quelquefois, alors, moi, je ne demanderais pas une personnalité, mais je demanderais une personne qui travaille dans l'ombre. Et en fait, il y a des métiers qui sont autour de la grande distribution, et vous parliez d'entrepreneurs. Oui. En France, il y a des centaines d'entrepreneurs qui s'appellent des agents commerciaux. C'est vrai. Et qui font eux aussi un travail extraordinaire de référencement, de conseil auprès de la grande distribution. Et je trouve que ça serait intéressant de poser la question sur l'avenir de leur métier à ces gens-là, donc à un agent commercial qui représente des marques en grande distribution. C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de startups et beaucoup de marques ne seraient rien sans ces personnes de l'ombre, effectivement, et c'est une bonne idée. Exactement. Merci beaucoup, Franck, en tout cas, pour cet échange. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique S'abonner. À bientôt!